moi j'accepterais ça d'aucun étudiant. Allez, retourne faire ta photo. C'est pas possible. Donc, comme on est obligé d'analyser ce qui est là plutôt que ce qui devrait être, il faut essayer de comprendre ce qui se passe. À mon avis, la présence de cette faute technologique, si on veut, d'une part. D'autre part, le personnage. Alors, New York, 1954, voilà quelle est la légende. Le personnage collé contre je ne sais quoi. Pauvrement vêtu, on ne le voit pas très bien sur la photo, mais enfin, pauvrement vêtu. Ayant devant lui une sorte de cagette, de cajot, sur lequel il y a quelques fruits posés sur du papier journal. Il me semble que le photographe a voulu décentrer le personnage et que, voulant le montrer, il a en même temps voulu cacher ce contre quoi il est. Sinon, regardez ce qui se passe. On remet le personnage au centre, les perforations disparaissent, la photo s'équilibre, mais je ne sais pas ce qu'il y a là, une devanture, quelque chose. Je ne sais pas du tout. C'est une possibilité, ça n'est pas certain, mais c'est comme ça que je l'analyse. Et je trouve que c'est tout de même très important de voir que cette photo était en numéro 1. Suivante. À Versailles, je ne sais plus quand, j'ai oublié la date, ça ne fait rien. Comme vous le voyez, galerie de tableaux, avec un tableau un petit peu particulier, puisqu'il n'y a rien. Il y a le cadre. Dans le cadre, il y a un papier qui explique pourquoi le tableau n'est pas là. Il est à la restauration. Mais ça, je l'ai lu. Je ne le vois pas. Mais ce n'est pas le plus important. C'est que les personnages qui sont là, une petite fille et 2 hommes, ont l'air d'être plus intéressés, tenez-vous bien, par ce qui n'est pas là, plutôt que par ce qui est là. Et ça, c'est une attitude parfois de photographe aussi. Hein, de dire, oh, qu'est-ce que j'aimerais que... Et puis, il y a autre chose, c'est que le personnage qui est là, lui, dans le cadre, il les regarde. C'est-à-dire que le vrai regard, c'est le regard du portrait. C'est lui qui regarde de haut, comme la dame de Salgado. Il surveille. Vous avez aussi sur la droite, évidemment, ce chemin, cette galerie qui continue avec un personnage qui passe. Mais l'intérêt, c'est ça. C'est une commande. On avait demandé à Erwitt de faire un travail sur les musées parisiens. Et voilà comment on peut tourner une commande pour faire quelque chose qui, évidemment, n'a pas dû plaire beaucoup à ceux qui avaient commandé le travail sur les musées, puisqu'il montre là une absence, quelque chose qui ne va pas. Allez-y. Une vitre de voiture. C'est toujours Elliott Erwitt. Hein. C'est une vitre de voiture qui est cassée. Enfin, qui n'est pas cassée, qui est fêlée, qui est étoilée. Et il y a dans cette voiture un enfant. Et soit de manière naturelle, soit à la demande du photographe, je n'en sais rien, mais le résultat est là, se positionne de sorte que c'est l'œil qui a l'air d'être cassé, d'être mort, d'être éteint, mais c'est une espèce de contiguïté passagère, ça ne va évidemment, tant mieux pour lui, pas durer. Il y a là une façon de montrer ce que la photographie peut faire, juste en bougeant, soit en faisant bouger l'enfant, soit en faisant bouger le photographe, tout change. Je me souviens d'une photo, mais je ne l'avais pas fait exprès là encore, mais bon, c'était une photo dans les rues de Rabat, et entre autres, il y avait une enseigne de la banque qui s'appelle BMAO. Ça existe toujours, c'est bon, BMAO. Et il y avait un pilier qui me cachait le B. Pas fait exprès, mais enfin une photo d'une banque avec à côté le nom de Mao, ça faisait... Bon, il suffit, si j'avais, je ne l'ai pas vu, il m'aurait suffi de bouger un tout petit peu et j'aurais retrouvé le nom. Mais là, en fait, comme ça m'intéresse, ce n'était pas le panneau qui m'intéressait, je ne m'en suis pas rendu compte. Mais là, manifestement, c'est volontaire. Allez-y. Le décadrage, vous voulez dire le fait de... Oui, bien sûr, parce que c'est la sortie du cadre, là aussi. Et puis, il faudrait aussi ajouter que le photographe est là, on le voit. Il y a l'ombre de sa tête. Hein. Et ça, en photographie, c'est une faute. Ah, il ne faut pas se montrer. Mais si, c'est la seule façon de faire son autoportrait de façon discrète. Hein, c'est de dire, vous voyez, je suis là. Hein,
suis pas absent. Allez-y. Vous voyez sur cette photo? Non. Bon, alors ça c'est une photo, on va s'arrêter un petit moment sur celle-là. Bon, évidemment, les photos que je vous montre jusqu'à maintenant, et même là encore, c'est un choix tout à fait subjectif, tout à fait arbitraire. Donc j'essaye de le justifier quand même. C'est une photo d'un photographe hongrois qui s'appelle Martin Munkacsy, M-U-N-K-A-C-S-I. Et c'est une photo qui est prise dans les années 50 au bord du lac Tchad. Et je vous montre cette photo pour une raison simple. C'est que le photographe français le plus connu, je ne dis pas le meilleur, le plus connu, Cartier-Bresson, dit que c'est cette photographie qui a déclenché sa vocation. Il dit, moi, quand il faisait de la peinture, il dit, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est extraordinaire comme composition, comme mise en place, je veux absolument être photographe. Et c'est à partir de là, j'ai dit la date, non? Non, mais oui, mais je me suis complètement trompé. Excusez-moi, 1930-31. Ça change tout. Il me semblait. C'est Cartier-Bresson qui a fait une copie de cette photo plus tard. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette photographie qui, par ailleurs, semble-t-il, a été légèrement recadrée? 3 enfants noirs de dos nus courent pour se jeter à l'eau. Le personnage le plus près de nous vient de doubler le photographe. Il vient de lui passer devant. Regardez la proximité qui est là. Et puis, il y a cette espèce d'organisation que beaucoup ont comparé à certains dessins de Matisse, hein, qui est le mouvement des bras. Alors, encore une fois, c'est toujours pareil. Est-ce dû au hasard ou au talent? Imaginez que vous êtes avec des enfants qui sont derrière vous. Donc, vous ne pouvez pas prévisualiser. Ils arrivent, vous doublent, ils passent là. Il faut être prêt, il faut s'y attendre, mais en fait, on ne sait pas ce qui va se passer. Or, dans cette photographie, il y a un élément tout à fait bizarre, tout à fait particulier. C'est une photographie qui a toujours été publiée comme cela. Et comme vous le voyez, il y a sur la gauche une main qui est là. Munkacsy est quelqu'un qui régulièrement recadrait ses photos. Et pourtant, celle-là, il ne l'a pas recadrée, il l'a laissée. Regardez comme ça serait facile, sans rien toucher aux 3 autres corps, de couper avec une bande comme ça et d'enlever cette main. Alors l'hypothèse que je fais, à propos d'une photographie comme ça, et d'autres, de photographies de ce genre, c'est que cette main, premièrement, elle est très probablement accidentelle. Hein, ce n'est pas le photographe qui l'a voulu. Ça nous arrive régulièrement d'avoir ce qu'on appelle dans une photo des éléments indésirables. On n'a pas pu les échapper, ils sont là. Premièrement, accident. Ça rend modeste. On ne fait pas ce qu'on veut en photo, on fait ce qu'on peut. Mais deuxièmement, je la garde, il la garde, donc il l'assume. S'il l'assume, ça veut dire quelque chose. Et pour moi, ça veut justement dire cela. Vous voyez, la photo, c'est ça. Je ne suis pas un peintre. Oh, si je suis un peintre, je ne vais pas m'amuser à mettre cette main coupée à gauche. Je suis complètement libre. Même moi, photographe, elle est là. Je la garde, je vous montre les limites de mes possibilités. Or, photo recadrée a été amputée de cette main et que du coup, le raisonnement que j'essayais de tenir sur la photo précédente ne tient plus. Et on se trouve devant un phénomène extrêmement classique qui est que les metteurs en page dans la presse sont de redoutables truqueurs, de redoutables trafiquants d'images qui ne tiennent pas compte pour des raisons de mise en page, parce que c'est vrai que c'est difficile pour eux, bon. Mais tout de même ici, si vous vous souvenez de la photo précédente, il y avait de l'espace sur la tête du personnage plus haut. Là, il est coincé, le pauvre, il ne respire plus. Il y avait de l'espace vers le pied qui est en bas à droite, il n'y en a pratiquement plus, il est dans l'angle. Donc, la photo garde un certain nombre de qualités, mais elle perd justement cette espèce de sensation de liberté, je crois, qu'il y avait dans l'autre, d'une part, et puis elle perd aussi, bien sûr, l'expérience de cette main coupée qui peut symboliser, comme je le crois, une espèce de théorie de la photographie. Allez-y. Continuez, continuez.
Alors, je voudrais maintenant montrer quelques photos qui s'intéressent au reflet double, c'est-à-dire à la photo dans la photo. Alors là, il y en a énormément. Et ça, c'est un de ceux qui a fait le plus d'expérience là-dessus. C'est le photographe Lartigue, hein, qui est quelqu'un qui a vécu très longtemps et qui a fait beaucoup de... qui a vécu jusqu'à plus de 90 ans et qui a donc connu l'essentiel de l'évolution de la photographie. Alors là, l'intérêt seulement, sans doute, c'est le support indéfini qu'il utilise comme réflecteur, hein, et qui est très peu déformé. Alors en général, on présente la photo comme étant un reflet, et là, le reflet, il est donc à l'intérieur. Alors je ne m'arrête pas beaucoup, sauf que je trouve que la mise en scène est très bonne comme position du visage. C'est-à-dire, ce qui est ménagé ici, c'est qu'il y a, c'est ce qu'on demande en général, hein, c'est qu'il y a de l'espace du côté où va le regard. Que le regard ne soit pas bloqué par l'une des verticales. C'est quelque chose qu'on trouve souvent. Allez-y. Américain que je préfère, j'en ai parlé hier ou avant-hier, c'est Ralph Gibson. Gibson, G-I-B-S-O-N. Et c'est une réussite. Difficile à expliquer, puisqu'il s'agit à la fois d'avoir le visage et son ombre en surimpression sur lui-même. Je ne sais pas du tout comment ça a été fait. Absolument pas, mais voilà, je crois, une sorte de réussite. Je ne sais pas si vous connaissez les derniers dessins, la série de derniers dessins que Picasso a fait quelques semaines avant sa mort. Il avait pris une espèce d'obsession de mettre dans la même toile, collés l'un contre l'autre, un visage de femme, bien sûr, qui regarde, et le même avec son profil collé dessus. Eh bien, je me demande s'il n'y a pas quelque chose à tirer là-dessus, aussi bien en peinture qu'en photographie, qui consiste en quelque sorte... La peinture hollandaise avait fait ça aussi. Le même personnage 3 fois dans le cadre, une fois de face, une fois de profil, une fois quasiment de dos. Le même personnage, en général des personnages très truculents comme ça. Tandis que là, voilà. La reproduction est très mauvaise. Ma reproduction est très mauvaise. Alors, il s'agit effectivement d'une photo de Robert Frank. Pourquoi je voulais vous la montrer? Simplement, elle s'appelle Movie Première, hein, la première d'un film. Alors, parce que vous avez en gros plan, très près de nous, une starlette qui est en train d'arriver à la première d'un film et qu'elle est totalement floue. Elle est trop près. Je ne sais pas, elle est très près. Je ne sais pas si ce flou est volontaire ou non. Mais en revanche, regardez au fond. La zone de netteté, elle est au fond, elle est dans le regard particulièrement de cette femme, mais il y en a plusieurs qui sont en train d'avoir une sorte de regard d'admiration. Alors là, il y a un renversement étonnant. C'est que c'est au fond de l'image que le regard est net, alors que nous, avec le photographe, nous sommes dans le flou. Ce sont des expériences qui seraient à faire sur des sujets fixes, hein, c'est-à-dire de faire des mises au point comme ça en série pour voir ce qui donne le meilleur effet. Ce qui est perturbant là-dedans, c'est que les yeux soient quasiment invisibles et flous. Or, la disparition de l'œil en photo, c'est la mort. C'est vraiment quelque chose je connais peu de photographes qui aient longtemps fait ça. Allez-y, mais ça n'a pas grande importance. Ce qui est plus important, d'une part, c'est le modèle qui était jusqu'à il y a une dizaine d'années le top modèle des photographes. La femme préférée qui s'appelait Verouchka, toujours vivante bien sûr, mais qui ne pose plus. Et là, il y a une fois de plus un procédé très traditionnel, très classique, mais c'est pas facile à réaliser avec cette qualité, d'un visage et d'un haut de corps collé contre un miroir, ce qui permet d'avoir à la fois la joue gauche de la réalité. Non, je me trompe. Oui, et la joue droite dans le miroir. Je commence à être mal latéralisé vers ces heures-là. Bon, je n'insiste pas sur la qualité du blanc, c'est vraiment quelque chose qui est très difficile à faire. Comment? Non, c'est de ma faute. C'est de ma faute. J'ai coupé trop près. Il ne va pas très loin, en fait. Hein. J'en ai pas enlevé beaucoup, mais j'en ai enlevé. J'aurais dû le dire. J'aurais dû le dire. Mais vous faites bien de le faire remarquer. Ce qui est vrai, ce qu'il y a aussi, je trouve, de très intéressant, c'est le profil sur les cheveux. Hein, le premier profil sur les cheveux, parce que là, vraiment, on dirait
carrément ce jeu qu'on fait faire aux enfants, hein, de découper un profil dans du carton. Vraiment, je trouve que c'est une réussite. Il faut dire que le personnage lui-même, les photos. Quelques remarques concernant à la fois l'autoportrait et le recadrage. Alors voici de quoi il s'agit. Vous la connaissez, non? C'est une photo d'un photographe extraordinaire à mes yeux, qui est André Kertész. Vous le connaissez, il y a eu d'autres photos. André Kertész, K-E-R-T-E-S-Z. Cette photo est prise dans un miroir et elle représente déjà là un recadrage. Nous n'avons pas le négatif plein cadre, nous ne le connaissons pas. C'est un premier recadrage. Je ne peux pas vous montrer, nous n'avons pas le plein champ. Alors là, évidemment, ce qui est frappant, alors c'est le photographe et sa femme, Elisabeth, et c'est Kertész a émigré de Hongrie en 1929, et sa femme l'a rejoint 1 an ou 2 ans après, et c'est le premier jour de son arrivée à elle à Paris qu'il a fait toute une série d'autoportraits avec elle. Donc il y a un aspect affect psychologique qu'on ne peut pas omettre là-dedans quand on connaît l'histoire. Donc, le photographe qui est à la fois dans l'image et en dehors de l'image regarde cette femme qui le et me regarde. D'accord, hein, circulation des regards dans ce sens-là. Ça, c'est une photo qui a été relativement connue. Mais la photographie célèbre, c'est un autre recadrage qu'il a fait. Alors, repérez bien ce que vous voyez là. Et voici maintenant le deuxième recadrage. Allez-y. Alors vous voyez ce qui est apparu et ce qui a disparu. Ce qui a disparu à droite, c'est le visage du photographe. Et c'est la moitié du visage, coupé pratiquement à l'arête du nez, d'Elisabeth. Ce qui est apparu en revanche sur la gauche, c'est la main du photographe qui est posée sur l'épaule droite d'Elisabeth. Et c'est la photo la plus célèbre de Kertész. Parce que ce qui reste à l'image, c'est l'organe du photographe, c'est la main. C'est-à-dire qu'il est absent en tant que corps, il est présent en tant qu'objet partiel. Naturellement, ce qu'il faut bien voir, c'est que quand j'ai commencé, j'aurais peut-être pas dû, quand j'ai commencé en vous disant qu'il s'agit d'un autoportrait, là encore, on ne peut pas le savoir. Hein? Vous savez que l'autoportrait, enfin, cet autoportrait-là s'est fait avec un retardateur, hein, c'est-à-dire sur l'appareil qu'il avait, c'était environ 12 secondes, c'est-à-dire qu'il disposait d'environ 12 secondes pour venir s'intégrer à la scène. C'est quelque chose qu'on fait souvent quand on est en groupe, hein, on court pour aller se mettre dans le groupe. Sauf quelqu'un comme Denis Roche qui fait l'expérience de marcher au contraire extrêmement lentement pour qu'on le voit flou rentrer dans le champ. Bon, voilà, ça m'a paru une image tout à fait intéressante de l'appareil. Et puis là, si vous voulez, ce qui était un regard triangulaire tout à l'heure se transforme en véritable dialogue. Je te, hein, quand on regardait ce matin le problème du photographe et du modèle. Oui, effectivement. C'est bien lui qui appuie sur le déclencheur? Absolument. C'est lui. Oui, oui, bien sûr. C'est un vrai autoportrait. C'est-à-dire qu'il a, et donc avec retardateur. Il y a 36 solutions. Hein. On peut aujourd'hui, avec un câble, le faire de sa propre place, avec le pied, avec n'importe quoi. Il y a le miroir, on en a vu, on en verra. Il y a beaucoup de solutions. La seule qui est pratiquement incompatible avec le résultat, c'est de lever son appareil et de se photographier dans un miroir parce que l'appareil barre le visage. Mais en même temps, c'est une façon de théoriser la chose et de dire la photo, c'est pas la peinture. Je ne suis pas là avec ma palette d'un côté, mon miroir de l'autre, mon chevalet à côté. Je suis obligé de truquer, de trafiquer, de faire quelque chose pour arriver à un résultat. C'est la revue Zoom. Elle publie la photo en la retournant. Alors, je ne dis pas que la photo tombe et qu'elle ne vaut plus rien, mais quand même, il se produit quelque chose, peut-être, qui est... Alors, ma reproduction n'est pas très bien faite, là, parce que la page, elle se trouve là. Tout le reste de la page est ici, c'est le sommaire. En fait, cette photo, dans la page 3,
de la revue se trouve en haut à droite. Donc, c'est peut-être pour des raisons de marge, ici, que le metteur en page a jugé utile de faire cela. En tout cas, le photographe, naturellement, doit refuser ce genre de choses. Sauf si c'est lui qui choisit. S'il n'y avait pas le texte au-dessus, ici, je pourrais retourner la photo et vous la montrer à l'envers. Mais du coup, le texte illisible m'indiquerait qu'il y a eu ce travail. Allez-y. Qu'il s'est retiré dans le 13e étage d'un appartement new-yorkais, qu'il était malade, fatigué, qu'il ne sortait plus, qu'il avait, dit-il, plus la patience d'attendre le développement des Trisix, et que donc il s'est mis à faire du Polaroid. Il a pris un tirage de la photographie célèbre, il l'a posé sur un support, et vous voyez que la photo là est devenue un objet puisqu'elle fait de l'ombre. Hein, vous voyez qu'elle se soulève légèrement, elle fait de l'ombre. De plus, il l'a posée de travers comme si elle avait été jetée là par hasard. Et puis, il y a un aspect culturel très précis qui n'est pas universel, qui est la présence de cette couronne d'épines qui, dans la culture chrétienne, signifie la mort du Christ et la mort d'une manière générale. Et où cette colonne est-elle placée? Sur la main du photographe. C'est-à-dire que c'est un moyen impossible à répéter. On ne va pas s'amuser à faire ça chaque fois que quelqu'un meurt. C'est impossible. Mais quand ça ne se produit qu'une fois, comme ça prend peut-être une espèce de valeur. Il faudrait rentrer beaucoup dans la vie de Kertész, qui était un personnage hypersensible et qui a été, comme il le dit lui-même, l'homme d'une seule femme. Et donc, je veux dire, c'est quelque chose de tout à fait rare, tout à fait peu ordinaire. Bon, certains disent, oui, ça ne vaut pas grand-chose parce que c'est trop gros. C'est un aveu que la photo est incapable de dire un certain nombre de choses et qu'elle a besoin de cette espèce de mise en scène pour arriver là. Pour moi, c'est quand même de la photo. C'est quand même de la photo et, bon, simplement, voilà, ce qui au départ était une sorte de recherche esthétique se transforme en toute autre chose. Allez-y. C'est une des dernières expositions qui a eu lieu à Paris, de Kertész, et où, comme vous le voyez, un photographe lui a demandé de feindre, de prendre la pose qu'il avait, mais par rapport à la photo. Alors il est là, il tient son Leica de la main gauche et il a le bras droit caché, comme si elle était toujours vivante, comme si le monde et la photo c'était la même chose. Ça aussi, c'est un peu grossier, c'est un jeu, mais bon, c'est une façon de pointer les choses. C'est 2 ans avant sa mort, ici. Voilà, pour cette photo, cet autoportrait un petit peu particulier. C'est une photographie de Kertész, toujours, qui a été prise à Budapest en 1930 à peu près, oui, et qui porte comme légende, je ne vais pas vous dire ce qu'il y a comme légende. Qui est-ce qui voudrait mettre une légende sous cette photographie? Monsieur le professeur. Il doit y avoir un cirque ou en fait un spectacle derrière, non? Est-ce que je te félicite ou je te dis tu as triché? Tu as triché parce que tu le savais. Je ne savais pas, franchement. Légende de Kertész, le cirque. Légende postérieure à Kertész, les voyeurs. Alors, dans les 2 cas de la légende, ce qui est très intéressant, c'est que, franchement, le cirque, c'est une chance sur combien de trouver. Hein? Tandis que les voyeurs, bon, tout le monde sait la différence qu'il y a entre un regardeur, un spectateur et un voyeur. Hein? Dans l'aspect voyeur, il y a toujours une connotation négative, pas forcément sexuelle, mais souvent sexuelle, de voir sans être vu, de se cacher pour voir, que le téléobjectif est l'objectif typique du voyeurisme, etc. Alors, pourquoi cette photo? Pourquoi j'ai choisi de vous montrer cette photo? On va voir, il y a d'autres implications que celles que je vais dire maintenant, mais il y en a une première, qui est celle-ci. Nous avons au fond de l'image une sorte de palissade, une palissade en bois, et normalement, c'est une frontière, hein, c'est le plan dont je parlais tout à l'heure de la photographie américaine. Je ne sais pas si vous connaissez des photos de la photographie américaine de personnages comme Edward Weston, qui photographiait dans les vieux villages américains abandonnés de style western, hein, qui photographiait les façades des maisons
de façon tellement plane qu'on avait l'impression d'être devant un décor. On se dit, ça doit être du carton, il ne doit rien y avoir derrière. Tant qu'il n'y a pas d'angle, on n'imagine pas ce qu'il y a derrière. C'est un peu ça, cette palissade ici. Et pourtant, c'est à travers cette palissade que deux personnages qui nous tournent le dos voient plus que moi et moins que moi. Ils voient plus que moi parce qu'ils voient quelque chose que j'ignorerais à jamais, sauf que grâce à la légende, le cirque, je peux commencer à imaginer un petit peu. Seulement moi, je les vois et eux ne me voient pas. Alors, il y aurait évidemment, sur une photographie de ce type, toute une analyse à faire. C'est une autre approche du vêtement. C'est-à-dire qu'avec la forme du chapeau et du châle et du vêtement, chapeau de l'homme et châle de la femme, on peut relativement aisément dater à quelques années près, bien entendu, les années 30-40 dans un pays d'Europe, relativement. Il faut être très prudent. Il faut en même temps voir l'écart qu'il y a entre la photo et le cinéma, où au cinéma, il suffit de changer de chapeau pour changer d'époque. Alors, cette photo a été, quelques années plus tard, copiée. Allez-y. Attendez. Oui. Au second degré. Oui, absolument. Mais ce que vous dites là, on le voit mieux ici qu'ailleurs, mais c'est vrai de toute photo. Et puis n'oubliez pas une chose, c'est que nous, regardeurs, nous sommes exactement à la même place que le photographe. Alors nous aussi, nous sommes voyeurs. Hein? C'est-à-dire que là, je suis exactement à la place du photographe. Quand je dis que tout à l'heure Elisabeth me regarde, c'est parce qu'elle a regardé le photographe. Quand on fait, vous avez peut-être remarqué ça, quand on... Enfin, je ne sais pas si ça se fait toujours, mais enfin, il fut un temps quand on allait se faire des photos d'identité, mais pas des photomatons, des photos avec quelqu'un qui vous les prend lui-même. Très souvent, le photographe vous demandait de regarder, non pas l'appareil ou non pas lui-même, mais comme ça, un tout petit peu au-dessus de l'épaule. Hein, comme si le petit angle qu'on pouvait avoir faisait échapper à ce genre de remarques. Enfin, maintenant, la photo... Pourquoi Zigane? Mais vous ne le savez pas. Mais on ne le sait pas. Je trouve que vous prenez un risque énorme en prononçant le mot tzigane. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce qui vous le dit là-dedans? Attention, ne parlons pas de l'entour textuel ou de ce que j'ai pu vous dire. Parlons de ce qui est là. Le costume tzigane? Non, je ne crois pas du tout. Ah, alors ça c'est tout à fait autre chose. Si maintenant vous faites l'hypothèse, une série d'hypothèses sur les raisons qui font que ces personnages sont là, vous avez parfaitement le droit de dire, il regarde un spectacle qui ne peut pas se payer. Ça, parfaitement. Mais Zigane, moi je suis désolé, je ne marche pas. Ça c'est le coup pour moi de l'Amérique latine, avec Salgado. Non, mais, écoutez, il faut se donner la maîtrise d'un discours qu'on tient sur la photo. Il faut... Si vous me disiez, voilà, je vais dans un premier temps décrire cette photo et je vais dire ce que je vois avec cette palissade, avec ce couple, avec le fait que je suppose que le vêtement me laisse supposer qu'il s'agit d'un homme et d'une femme, que ce vêtement était assez typique de l'Europe des années 30-40. Encore que ça, faut le prouver même ça. Il faudrait prendre une histoire du vêtement, il faudrait trouver des gravures, il faudrait le prouver. Très bien. À partir de là, si vous voulez rentrer dans une interprétation, dites « je crois que »,« je pense que »,« il me semble que »,« je rêve que », mais vous vous rendez bien compte, je vais vous dire ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de parler de vos propres options politiques. Ils ne peuvent pas se payer le spectacle. Qu'est-ce que nous en savons? C'est une hypothèse. Je ne vous le reproche pas, je voudrais simplement que vous en soyez conscient. C'est tout. Hein? Il faut
C'est extrêmement difficile d'être objectif sur quelque chose comme ça. Moi, le mot tzigane, si vous voulez, bon, moi, il y a une chance sur 1 million pour que je trouve quelqu'un qui me dise ça. Je ne vois pas pourquoi. Ça repose pas. Il n'y a rien de tzigane là-dedans. Rien. Honnêtement, rien. Sauf que, il y a des millions de femmes, tziganes ou pas, qui portaient un châle sur la tête. Vous comprenez? Alors, si vous ne savez pas que c'est Kertész, que c'est pris en Europe, etc., prenons les choses à zéro. Bon, on va voir. Avec la photo suivante. Regardez. Allez-y, je vous donne la parole. Et vous êtes libre. Mais tournez votre langue dans votre bouche. Vous allez voir. Tzigane? Quoi donc? Papou? Comment? Prolétaire. Alors là, je dois vous dire que là où ça se passe, à l'époque où ça se passe, les prolétaires, ils n'étaient pas sapés, pardon, ils n'étaient pas habillés comme ça. Hélas pour eux. Puis de toute façon, ils sont tous les deux pareils, donc, deux prolétaires. Ils sont habillés pareil, ils sont... Qu'est-ce qui a envie de dire des choses à propos de cette photo? Alors ça, c'est effectivement le commentaire formel. Hein? Bon, alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une photo que Cartier-Bresson a faite en hommage à la photo précédente de Kertész. Et il faut quand même aussi regarder ce qui se passe sur les ressemblances et les différences. Alors, on passe du plan à l'oblique, hein, on n'est plus... On passe du bois à une toile, et ma reproduction n'est pas parfaite, mais c'est une toile qui, par endroits, est pas trouée, mais devenue presque transparente, parce que des mailles, des fils ont lâché. Qu'il y a... Alors, est-ce que vous voyez ceci? Vous avez la toile, là. Hein? Est-ce que vous voyez ce qu'il y a là? C'est quoi? Un bâtiment, non? Voilà, c'est un bon. Autant le dire, c'est un bâtiment de type fin 18e siècle, début 19e, en Europe, hein, avec trois cheminées, trois fenêtres fermées, une fenêtre ouverte. Bon, bref, il y a quelque chose qui est probablement ce fameux, comme la main de Munkaksi, peut-être, quelque chose qui est là, parce que ça ne peut pas ne pas être là, hein, c'est un élément qui est là, mais en même temps, c'est une situation géographique. Hein. La photo est prise à Bruxelles, mais je ne l'aurais pas deviné. Ça pourrait être pris dans toute l'Europe et dans tout bâtiment de ce style. Et donc, quelques années, un peu plus tard que ce que vous dites, ça doit être 35 ou 36. Hein. Enfin bon, sur les années, il n'y a pas de problème. Ceci étant, d'abord, l'interprétation sur les prolétaires, non. Vous êtes là devant deux catégories sociales différentes. D'abord, totalement marquées par le fait que le plus près de nous, manteau, genre de chapeau et moustache, tel qu'il se présente, c'est le type du bourgeois. Mais alors vraiment, on est bien loin du prolétaire. Hein. Quant à l'autre, il est différent. Il a une veste cintrée et une casquette. Il est donc d'une... Vous savez, nous, aujourd'hui, je vous renvoie aux travaux que Barthes a fait à ce sujet. Aujourd'hui, le vêtement ne veut plus dire grand-chose. Nous avons une espèce d'uniformisation par le blue jean, telle que ça ne veut plus dire grand-chose. Vous rencontrez quelqu'un avec une chemisette et un jean, ça peut être un ministre, ça ne peut plus dire grand-chose. Mais à cette époque-là, et jusqu'à la guerre, disons jusqu'aux années 45 environ, le costume est une façon d'afficher son statut social. Hein? Une casquette, c'est pas un chapeau. Un béret, c'est tellement typique qu'on se moque toujours des Français de cette époque en disant le Français, c'est la baguette de pain et le béret. Bon, je veux dire, c'est quelque chose qui marque.
Alors là, il est d'une autre classe, mais il est d'une classe relativement aisée aussi, probablement moins que l'autre. Il est peut-être plus de la campagne, mais endimanché, que l'autre qui est peut-être plus citadin, du genre commerçant, banquier, enfin bref. Mais si vous voulez, quand on se lance là-dedans, on laisse tomber ce qui me paraît moi l'essentiel, et qui est ce qu'il dit là-bas, et qui est l'aspect formel. Nous ne sommes pas, moi mon travail en esthétique n'est pas de faire de la divination, de la devinette sur ce que cela représente. Ce n'est pas pour moi un outil d'étude sociologique. Ça l'aide de fait aux sociologues de le faire, ou à vous de le faire. Mais ce qui me paraît important, c'est la manière dont Cartier-Bresson, on ne le voit pas très bien là, mais a saisi ceci. L'œil qui est là et qui est en train de, probablement, se retourner. Dans le cas de Kertész, les deux personnages nous tournaient le dos. Ici, il y a une sorte de zone intermédiaire. Il y en a un qui regarde et l'autre qui vient vers moi. Et vous allez voir ce qu'un peintre a fait de cette photographie. Allez-y. On va regarder de près un petit peu ce qu'il a fait. Et il a mis une légende que voici. Gilles Ayot. Alors Gilles Ayot est un autre peintre. C'est des gens qui ont 55-60 ans à peu près aujourd'hui, tous les deux. Gilles Ayot regarde la réalité par un trou à côté d'un collègue indifférent. Alors là, il y a un véritable coup de force qui m'impose une lecture. Qu'est-ce qui s'est passé? Le personnage de gauche, qui était en veston cintré et casquette, se retrouve dans un vêtement qui ressemble à une djellaba. Il se retrouve avec des lunettes noires à la Gainsbourg, à peu près. L'autre, celui dont on voyait l'œil, il a perdu son visage. Il a un visage monstrueux, on ne le voit pas très bien là, on dirait les pièces d'un puzzle. On ne le reconnaît que pratiquement par la moustache. Il a gardé son chapeau, il a gardé son manteau. Il y a ici, je le dis parce que vous ne le voyez probablement pas, une pièce. La toile a été déchirée. Il y a une petite pièce triangulaire qui est cousue à grands points noirs, mais bon, on le voit mal. Et puis, vous avez ici les cordes qu'on voyait en haut de l'autre, mais la maison a totalement disparu. Le peintre fait ce qu'il veut, le photographe fait ce qu'il veut. Ce qui est conservé, c'est l'ombre logique du pilier, de la toile et de ce personnage, mais lui a perdu son ombre. Revenez en arrière, s'il vous plaît. Disparu. La photographie, c'est ce qui fait de l'ombre. La peinture fait ce qu'elle veut. L'ombre, si elle veut. Alors, mais surtout depuis l'invention de la photo, d'ailleurs, parce que soudain, ça donne une espèce de réalité. Voilà. Jamais un sens. Ainsi, le peintre Arroyo a pu refaire la photographie de Cartier-Bresson. En outre, la disposition des ombres et des lumières propres à la photo l'a intéressé. Ce n'est qu'une forme possible de dessin. Allez-y. Retour. C'est très étrange. Robert Frank est connu essentiellement pour son livre « Les Américains », livre dont Daoud s'est bien souvenu en publiant en marocain. Bon. Et il y a un autre livre de Robert Frank, qui est celui-là, qui s'appelle « Lines of my hand », « Lignes de ma main », et qui est ce que Robert Frank appelle un livre évolutif. C'est-à-dire que lorsqu'il l'a republié, cette photo a disparu de la nouvelle édition. Qui est sur cette photo? Marie, sa première femme. Puis il a divorcé, et le personnage a disparu de la deuxième édition. Mais d'autres photos de Marie sont apparues dans la deuxième édition. Alors vous voyez, psychologiquement, c'est une étude qui serait intéressante à faire, qui nous concerne tous, lorsqu'il nous arrive de détruire ou de renvoyer des photos de quelqu'un qu'on n'aime plus. C'est quelque chose d'assez banal. Mais c'est pas seulement, ou c'est pas essentiellement pour ça que je la montre, c'est parce que je trouve que c'est l'une des plus belles réussites de cette fameuse irruption de l'ombre dans l'image. C'est-à-dire que vous avez là le personnage de Marie
dont on voit bien une moitié de visage et moins bien l'autre. On voit quand même qu'elle a une fleur dans les cheveux, mais vous avez l'ombre portée de la tête, des cheveux et d'une épaule du photographe. Alors, là encore, vous savez à quel point il serait facile de bouger un tout petit peu pour éviter cela. Il y a un aspect totalement volontaire. Il y a une sorte de fabrication d'un couple par contiguïté comme ça, et je trouve ça vraiment très étonnant. Alors pour le reste, il faudrait sans doute envisager la verticalité de la photo, le fait de la réussite que le haut de la tête s'arrête au commencement des vagues, ou à la fin des vagues, comme on veut. En photo, on ne sait jamais si c'est le commencement ou la fin, ça dépend d'où on part. Et voilà. Allez-y. Qui fait la couverture de son volume de photopoche, et que je montre pour la raison suivante. Si vous tracez sur cette photographie les obliques, vous allez trouver que l'enfant, le petit garçon qui est au fond de l'image, là se trouve à la croisée des obliques. Il est d'ailleurs en même temps désigné par la partie montante de la charrue, de la charrette qui est là. Il est désigné verticalement par le pilier qui est au-dessus. Bref, il est vraiment tout à fait au centre de Dieu. Oui, ne bougez plus, s'il vous plaît. Regardez, comme ça. Le recadrage qu'il vient d'effectuer a changé l'enfant de place, a supprimé l'énorme zone noire qui pourrait paraître totalement inutile. Bon, allez-y, faites comme vous voulez, hein, c'était juste pour faire voir ça. Parce que, voilà, on a travaillé beaucoup cette photo avec mes étudiants et on est arrivé à une conclusion contradictoire. D'une part, quand dans une photo un personnage est aussi centré, on a tendance à le considérer comme un personnage principal. Mais quand il est aussi loin et aussi petit, on a tendance à considérer que c'est un accessoire du décor. En revanche, à partir du moment où on recadre en supprimant à peu près tout cela, c'est-à-dire en recadrant ici et ici, on le décadre, on le fait désigner par cette barre, par celle-ci, et soudain, il devient plus important. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut se poser la question du rapport qu'il y a dans une photographie entre la taille des objets et leur importance symbolique. Vous savez que les lois de la perspective font que plus un objet est près, plus il est gros, disons pour simplifier. Vous avez peut-être remarqué que dans les défilés, quand des hommes politiques marchent ensemble, celui qu'on met devant, en pointe comme ça, c'est le plus important. C'est pour les caméras, c'est pour qu'il soit grand. Vous savez peut-être aussi que dans la peinture ancienne, avant cette perspective, on se fichait complètement de la position par rapport à la perspective, et que le prince, à la chasse, pouvait être tout à fait au fond de l'image, il était quand même le plus grand, parce que c'est le prince. Alors, je crois que là, il faut absolument se poser cette question de la taille des plans. Plan d'ensemble, plan moyen, plan américain, plan rapproché, gros plan, très gros plan, pour savoir si, effectivement, ça change. Vous connaissez ces statues américaines dans la montagne, dans les montagnes rocheuses, je crois, qui représentent les présidents Lincoln et autres, bon, dont Hitchcock s'est servi dans un de ses films. Bon, ben, quand on regarde ça, il y a manifestement une espèce d'utopie de faire correspondre la grandeur de la statue à la grandeur symbolique, ou supposée-elle, des mêmes personnages. Allez-y. Barcelone, dans les années 30, 32, 1932, je crois, ça n'a pas grande importance. Barrio Chino, c'est un quartier très populaire, encore aujourd'hui d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'on a? Une photo verticale. Pourquoi verticale? Mais je crois que si elle était horizontale, on perdrait l'un des deux morceaux de la scène. Je signale ça parce que je crois beaucoup à cette idée selon laquelle la paresse classique fait qu'on fait des photos horizontales d'abord et avant tout, et que la verticale est une recherche. D'abord, on cadre horizontalement. Si ça ne marche pas, on cherche verticalement. C'est normal, ça. Vous avez ensuite une photo qui est prise de nuit, à la lumière très, très sale, hein, on parle de lumière sale, d'un lampadaire qu'on ne voit pas, qui est en dehors de l'image. Et vous avez en premier plan un personnage
avec le même genre de casquette qu'on a vu tout à l'heure, devant le même genre de cajot de fruits qu'on a vu avec Erwitt dans les rues de New York, et qui dort, la tête appuyée sur sa main. C'est donc un vivant qui a les yeux fermés et qui dort. Même si vous ne le voyez pas là, faites-moi confiance, sur la vraie photo, on le voit très bien. Et qui est flou. Qui est en tout cas plus flou que le graffiti à la craie, le dessin à la craie qui se trouve derrière lui sur le mur, et sur lequel la mise au point a été faite. Alors là, attention, je suis sûr que la mise au point a été faite sur le fond. Mais ce dont je ne suis pas sûr, c'est qu'il est voulu que le premier personnage soit flou. C'est peut-être simplement une question d'ouverture, manque de lumière, ouvrir beaucoup, égale peu de profondeur de champ. Bon, donc pour l'intention, je ne sais pas, mais je m'en fiche. Le résultat est là. Le résultat, c'est que c'est le vivant qui est mort, et c'est que c'est le dessin qui a un œil à la Picasso, un chapeau à la Picasso, un œil grand ouvert, à peu près dans la même direction, hein, et qui donc... Bon, alors, dans cette photo, on a donc à la fois une sorte de personnage... Bon, il est immobile, très bien, et puis il y a la prise en charge d'un moyen d'expression par un autre, hein, le dessin par la photo, et qui donc, par contraste, une fois de plus, très facile de couper cette photo en deux, horizontalement, mais à ce moment-là, il n'y a plus de photos du tout. Il y a des photos classiques, banales, que nous pourrions faire, enfin, on pourrait peut-être faire celle-là, je ne sais pas, mais enfin, je veux dire, photographier un graffiti, un dessin sur un mur, c'est un travail que Brassailles a fait avant et après tant d'autres, c'est passionnant, c'est intéressant, mais c'est autre chose que cette espèce de rencontre comme ça qui se fait là. En n'oubliant pas non plus que nous ne percevons plus l'écart de distance qu'il y a entre le mur et le personnage. On ne sait pas quel est cet écart. C'est très difficile de le savoir. La photo écrase les plans. Cette photo, pas toutes, écrase les plans. Mais que j'aime, que je présente pour son vide. D'abord pour sa réussite technique. Hein. C'est pas si facile que ça de ressortir, encore là c'est pas très bon, mais de ressortir la blancheur de la ligne. Bon, je pense que le tireur qui a tiré cette photo est quelqu'un d'assez doué. Ça ne doit pas être très facile à faire. Mais bon, je ne sais pas si vous connaissez un livre qui est un livre mythique de l'Amérique des années 50 et qui est un livre de Jack Kerouac qui s'appelle On the Road, sur la route. C'est un livre qui est à l'origine du mouvement hippie, enfin bref, il y a tout un mythe là autour. Et les éditeurs de la dernière publication du roman de Kerouac ont choisi cette photo pour faire la couverture et une interprétation picturale à partir de cette photo. Donc il y a toute une symbolique de la route. La route, c'est pas un lieu, c'est un passage, c'est un endroit où on ne s'arrête pas. Et la photo, elle, s'y arrête. Hein. Là, le personnage est tout à fait au centre. Réussite esthétique et en même temps symbolique, je crois, assez simple, assez facile. Oui, alors je pense qu'il est temps qu'on se dise finalement au revoir, peut-être l'année prochaine, dans le cadre d'autres journées, d'un autre séminaire peut-être. En fait, il faudrait penser à une formule qui soit plus ambitieuse encore. Et en votre nom, je tiens aussi à remercier encore une fois M. Bouvard. C'est vrai que ce n'est pas évident d'être ici en ce moment parce que la période est très contraignante, c'est une période d'examen.